Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h. En voici le sommaire. C'est la voiture emblématique italienne, elle incarne la Dolce Vita et malgré ses 65 ans au compteur, elle séduit toujours autant. Un rassemblement de Fiat 500 était organisé aujourd'hui sur le port. Il incarne, lui, l'élégance, le raffinement et porte avec finesse les plus grands textes français. Le comédien, scénariste et réalisateur Guillaume Gallienne sera à Monaco demain dimanche pour une lecture récitale autour du texte de George Sand, L'Orgue du Titan, dans le cadre du Festival international d'orgue et il sera notre invité dans ce journal. La culture qui est tout particulièrement mise à l'honneur cet été avec une programmation très riche et les soirées toujours très attendues du Fort Antoine. Le spectacle Seras-tu là qui nous plonge dans les années 90 sur les musiques de Michel Berger a été donné hier soir. 350 jeunes âgés de 8 à 16 ans et venus du monde entier se sont affrontés sur les cours du Monte Carlo Country Club. Depuis le 2 juillet, la finale de la nouvelle édition du tournoi des jeunes s'est disputée aujourd'hui. Nous serons avec le directeur adjoint du MCCC, Éric Domérigo. Les célébrations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, une exposition retrace l'amitié entre le souverain et le peintre Louis Tiner. Elle est à découvrir depuis hier à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Vous les avez certainement aperçus si vous avez emprunté aujourd'hui le quartier du port. Des propriétaires de Fiat 500 se sont rassemblés sur le quai Albert Ier tout au long de la journée. Le reportage de Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. Rouge, bleu, blanche, quelle que soit sa couleur, la Fiat 500 fait toujours parler d'elle. Appréciée par les Italiens dès sa création en 1936, elle a rapidement séduit les amateurs au-delà des frontières, comme l'illustre ce rassemblement en principauté. Nous avons presque tous les modèles de Fiat 500 qui ont été faits à partir de 1936 jusqu'à 1975. Et il y a beaucoup de monde qui vient aussi de l'étranger. Il y a une bonne partie de gens qui viennent de Monaco, qui se sont inscrits dans notre club, mais on a aussi des gens qui viennent de France, d'Hollande. On a des gens qui viennent de l'Italie, du nord de l'Italie, presque à côté de l'Autriche. Et une question s'impose alors tout naturellement, pourquoi l'aime-t-on encore autant ? C'est une voiture historique. Je pense que c'est une voiture que n'importe qui adore, cette véhicule. Et c'est en plus sur Monaco une voiture petite comme ça, c'est vraiment pratique. Je crois dans le monde entier on l'aime, tout comme Monaco, si je veux dire. Des modèles plus modernes ont aussi vu le jour, des éditions spéciales également. Certains spécialistes rencontrés sur ce rassemblement nous ont d'ailleurs confié ce constat. Les Anglais ont su créer la Mini Cooper, les Italiens la Cinquecento. Le Festival international d'orgue poursuit sa mue. La programmation 2022 est ponctuée chaque semaine par des concerts au format originaux. Après l'astronaute Jean-Loup Chrétien fin juin, c'est le sociétaire de la Comédie Française Guillaume Gallienne qui donnera lecture demain dimanche d'un texte de George Sand à la cathédrale de Monaco, avec à ses côtés l'organiste Naji Hakim. Et il est avec nous ce soir. Bonsoir Guillaume Gallienne. Bonsoir. Est-ce que c'est la première fois que vous vous prêtez à cet exercice ? Pas de lecture, mais avec un orgue. Avec un orgue, oui. Oui. Et en plus, je connais pas personnellement Naji Hakim. J'ai déjà entendu son œuvre parce qu'il improvise, mais il a composé beaucoup. Mais je le connais pas personnellement, donc je suis ravi de le rencontrer. On a le sentiment que l'orgue ne bénéficie peut-être pas toujours d'une belle publicité ou qu'il est peut-être enfermé dans une case religieuse. C'est injuste à vos yeux ? Oui, et puis c'est fascinant de voir un organiste jouer parce que on a l'impression qu'il tient en équilibre. Tout est levé entre ses doigts sur le clavier, mais ses pieds sur les pédales et tout ça. C'est impressionnant comment il doit gérer tout ça. C'est très impressionnant à voir. Après, pour répondre à votre première question, c'est vrai que lorsqu'un art, une forme artistique est cantonnée et limitée, ça peut effrayer, mais heureusement, grâce à la diffusion des disques et tout ça, non, c'est pas maintenant aujourd'hui on peut pas dire que soit limité. C'est juste qu'il faut se rendre dans le lieu en général. Moi, je trouve ça assez beau de se déplacer pour quelque chose. Je trouve ça toujours beau d'aller vers.
Et donc là, on doit aller à la cathédrale de Monaco pour écouter. Moi, je trouve ça très beau d'aller à un endroit pour écouter. Je trouve ça, et puis la musique directe est tellement plus émouvante que par disque ou MP3, c'est encore pire. Donc non, je trouve ça beau. Mais alors, pour la petite histoire, qu'est-ce qui a été à la genèse de ce projet? Alors, vous êtes un ami de Monaco, on vous connaît très bien en principauté, mais comment est né ce projet typiquement? C'est votre responsable de la culture, Françoise. Ah, c'est Françoise Gamerdinger. C'est elle qui m'a proposé. Et moi, j'adore cette femme. Je trouve qu'elle a un enthousiasme et une façon en plus de parler aux artistes que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai toujours envie de lui. J'ai l'impression que je peux jamais lui dire non. Puis j'adore la princesse Caroline. Je suis absolument fan d'elle, mais fan. Donc là aussi, c'est voilà. C'est les femmes qui me font venir à Monaco. Et comment le choix s'est-il porté sur ce texte de George Sand, L'orgue du Titan? La réponse est dans le titre. Moi, je ne connaissais pas ce texte. Là, encore une fois, c'est Françoise qui me l'a soumis. Et évidemment, oui, il s'y prête. Oui, évidemment qu'il s'y prête. Mais surtout, pour quelqu'un comme Naji Hakim, qui adore improviser, je pense que ça va être très intéressant parce que cette thématique de la montagne effrayante, la montagne qui pourrait être une forme comme ça d'orgue des titans et tout ça, c'est un beau sujet pour l'improvisation. Et ça, je suis sûr que Naji Hakim va improviser quelque chose de très beau. Alors je tenais aussi Guillaume Gallienne parce que c'est en quelque sorte un hommage que lui rendre, que de rappeler que la représentation musicale qui a précédé votre venue à Monaco dimanche dernier, elle était basée sur des textes de votre cousine Alicia Gallienne, décédée très jeune mais qui avait une très jolie plume. Hein. Oui, elle a laissé quantité de poèmes qui ont été publiés il y a 2-3 ans par Gallimard, donc 30 ans après sa mort. Et l'autre moitié du songe m'appartient. Et il y a cet organiste qui a décidé de s'en emparer et d'en faire un spectacle. Et elle a été prise dans le festival aussi. C'est génial. C'est touchant. Et est-ce qu'en conclusion, au-delà de ce joli projet qui vous amène donc dimanche à Monaco, on peut également vous demander, Guillaume Gallienne, quels sont vos projets en préparation ? Eh bien, là, nous reprenons la Cenerentola de Rossini que j'ai mis en scène à l'Opéra Garnier pour la 3e fois. Ça se reprend le 10 septembre prochain. Donc, je reviens à Paris pour mettre en scène. Là, en ce moment, je tourne un film sur les duels qui s'appelle Maître d'armes, réalisé par Vincent Pérez. Et puis ensuite, je reprendrai, je retrouverai la troupe chère à mon cœur, donc la Comédie Française. Nous allons reprendre La Vie de Galilée, mis en scène par Éric Ruff. Et ensuite, je vais jouer Saint-Just dans La Mort de Danton de Büchner. Il y a une forme de frénésie, là. C'est la Covid qui vous a donné ce surcroît de travail ou c'est l'envie toujours chevillée au corps ? Non, j'ai toujours travaillé comme ça et j'adore ça. Et il paraît que 70% des gens se concentrent le mieux en faisant qu'une chose et les autres 30% en faisant beaucoup de choses. Et moi, je crois que je fais partie de la 2e catégorie. Merci beaucoup, Guillaume Gallienne, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et ce concert lecture à 17h à la cathédrale avec Guillaume Gallienne va clôturer demain l'édition 2022 du Festival d'Orgue. Le Festival de théâtre du Fort Antoine, quant à lui, va se poursuivre jusqu'au 2 août. Et hier soir, c'est un spectacle intitulé « Seras-tu là ?» qui a été joué. Il revisite les thèmes de la mort et de la disparition. Le récit de Fabien Bonilla sur des images de Lionel Bernardi. Tout a une fin, voici le postulat de départ de la pièce Seras-tu là ? Un spectacle déjanté de Solal Bouloudnine. Tout part de son enfance dans les années 90. Comme tout enfant, Solal pense qu'il est immortel, mais un jour en vacances, il apprend la mort de son voisin, le chanteur Michel Berger. À partir de ce moment-là, Solal déclenche une angoisse maladive de la mort. Il en a fait un spectacle étonnant. On est parti d'un événement autobiographique pour écrire un spectacle, mais tout dans le spectacle n'est pas forcément vrai, mais il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Ça parle effectivement de quelque chose à la base, l'angoisse de la mort, qui peut être un peu, on se dit, ça va pas être comique tout ça. Et en fait, on le tourne d'une certaine manière que ça devient comique et on en rit et on tourne cette angoisse à l'absurde.
Donc c'est plutôt pour exorciser cette angoisse. Soratula est un seul en scène où Solal Bouloudnine joue une multitude de personnages abordant une multitude de thématiques telles que le cancer, les maladies vénériennes ou encore cérébrales. Tous les personnages, ils arrivent dans plein de situations différentes dans le spectacle. On imagine, il y a des personnages qu'on imagine qui pourraient exister. Puis après, il y a des personnages qui sont issus justement plutôt de la vie de Solal. C'est plus autobiographique, il y a ses parents par exemple, il y a un coach sportif. C'est vraiment un plaisir quoi, de jouer plein de personnages, de passer d'un personnage à un autre. Et je me sers de perruques, d'accessoires, donc j'ai des petites béquilles comme ça qui m'aident à faire ça, mais c'est plutôt quelque chose qui est assez jouissif à faire. Un spectacle qui paraît anxiogène et qui en fait est drôle. Solal part dans tous les sens mais touche sa cible. Le spectateur rit allègrement autour de cette morale où tout a une fin, même ce reportage. Ok Michael, prêt ? L'actualité sportive est décidément marquée par des départs et arrivées du côté de la Roca Team et peu à peu se dessine le visage de l'équipe qui disputera l'Euroleague et le championnat de France la saison prochaine. Jordan Lloyd arrive pour 2 saisons. Il évoluait jusqu'à présent au Zénith Saint-Pétersbourg avec lequel il a décroché le titre de champion de Russie. Un nouveau renfort de poids pour la Roca Team après l'annonce de l'arrivée hier d'Eli Okobo et le prolongement de contrat de Mike James. Il y a 2 nouveaux départs enfin. Brock Motum tout d'abord part poursuivre sa carrière au Japon à Hokkaido. Quant à Will Thomas, il reste en Europe et rejoint le club de basket de Malaga. Basket et tennis avec la nouvelle édition du tournoi des jeunes au Monte Carlo Country Club. Il s'est achevé cet après-midi. Près de 400 jeunes prometteurs l'ont disputé. Le directeur adjoint du Monte Carlo Country Club est notre deuxième invité. Bonsoir Eric Domerego. Bonsoir. L'été ne marque pas de pause au country. Vous venez d'accueillir plus de 350 jeunes de moins de 16 ans. C'est un tournoi annuel, hein ? On a eu quasiment 400 joueurs effectivement sur 15 jours qui ont disputé plus de 320 matchs sur les cours du Monte Carlo Country Club. On est très très contents. C'était la 29e édition du tournoi des jeunes du club en fait, qui est chaque année au mois de juillet. Mais c'est un tournoi qui s'organise sur le même modèle que les tournois traditionnels, hein ? Oui, sauf que là, c'est par catégorie. Donc, il y a 9 catégories, les moins de 12 ans, les moins de 13 ans et jusqu'à moins de 16 ans, garçons et filles. Voilà, et puis il y a des tableaux, en fait. On a un juge-arbitre, monsieur Jean-Jacques Zaragosi, qui fait des tableaux, en fait, par catégorie, de façon à ce que les joueurs progressent et jusqu'à quart de finale, demi-finale et les finales qui ont eu lieu aujourd'hui. Comme les grands. Quel est le profil de ces jeunes qui ont été retenus pour prendre part à ce tournoi ? C'est un tournoi qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucun problème parce qu'en fait, on part à non classé et ensuite jusqu'au très bon. On a notamment là des équipes américaines, des équipes australiennes. On a 18 nationalités de représentées, dont notamment la meilleure équipe d'Australie de moins de 12 ans. Et sans faire offense aux non classés, parmi les classés, il y a du beau jeu, il y a des petites pépites ? Vous savez, le tennis est un sport très difficile. On souhaite que ces enfants soient les futurs champions de demain. Mais effectivement, je peux vous assurer que ça joue très très bien. Et vous qui baignez dedans tout au long de l'année, comment a évolué la planète tennis au cours des dernières années ? Avec quelles ambitions, quels espoirs ces jeunes futurs champions peut-être arrivent-ils en tête ? C'est l'amour du jeu qui prime toujours ? Je pense que le tennis se porte très très bien. Il y a des champions charismatiques. On a de la chance à Monaco. On a énormément de joueurs qui vivent à Monaco et qui s'entraînent à Monaco. Hier encore, les jeunes ont pu voir Grigor Dimitrov s'entraîner, Yannick Sinner, David Goffin et tout ça, je pense, leur apporte une motivation incroyable et oui, je pense que c'est un sport qui plaît énormément et puis on va pas se mentir, on est quand même dans un lieu qui est très très beau et les gens prennent plaisir à venir passer et à venir fouler les cours du Monte Carlo Country Club. Est-ce que ces jeunes sont plus forts physiquement et peut-être aussi mentalement que leurs aînés ? Alors encore qu'on a vu des champions qui avaient un mental qui était un peu défaillant chez les jeunes nouveaux champions.
Oui, écoutez, en tout cas, je ne sais pas s'ils seront meilleurs, mais en tout cas, dès l'âge de 9-10 ans et dès qu'ils ont là 14-15 ans, ils ont en tout cas une attitude de professionnel. Ils ont le staff, ils s'échauffent, vraiment ils ont une attitude de professionnel et ils essayent d'agir comme tels, espérant être des futurs champions. Mais vraiment, il y a une professionnalisation et ils utilisent toutes les nouvelles techniques pour dès à présent être au top. Et avec quel prix sont repartis les vainqueurs ? Les demi-finalistes, finalistes et vainqueurs repartent tous avec des souvenirs. On a de la chance, on a des livres sur le tournoi, on a des serviettes, on a plein de gadgets. Mais je ne vous cache pas, on garde aussi la coupe. Les enfants sont très contents et très fiers de repartir avec une coupe. Et il y aura des tickets pour certains pour un tournoi aux Baléares, à Manacor, la terre de Rafael Nadal. En fait, il y a 4 enfants, 4 garçons, 4 filles, qui sont sélectionnés sur ce tournoi. 9 ans, 10 ans, 11 ans et 12 ans sont sélectionnés pour aller faire la finale, effectivement, à Manacor, chez Rafael Nadal. C'est un beau cadeau pour eux aussi. Et je peux vous dire que ça met une pression un petit peu supplémentaire. Ça, c'est pour les meilleurs. Et enfin, pour vous, au MCCC, après cette compétition, comment va se dérouler l'été ? Dès le début du mois d'août, nous aurons un tournoi adulte, c'est-à-dire plus de 16 ans, limité à 15 ans. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ne sont pas mieux classés que 15 ans peuvent venir jouer à ce tournoi. Et c'est pareil, je vous avouerai, on attend toujours entre 300 350 joueurs qui vont eux aussi venir profiter de nos cours. C'est toujours une belle fête au mois d'août. Les adultes viennent un peu comme un petit rendez-vous, viennent en vacances dans la région pour profiter et pour s'inscrire au tournoi. Donc ça risque d'être assez intense encore. Un été actif au MCCC. Merci beaucoup Éric de Mérigot d'avoir répondu à ces questions. Avec grand plaisir. À bientôt. Et pour être tout à fait complet, sachez que la jeune tenniswoman du MCCC, Alexandra Kerr-Budkova, a remporté sa finale et partira à Majorque à l'automne prochain. Les commémorations de la disparition il y a 100 ans du prince Albert Ier se poursuivent. Une exposition vient d'être inaugurée, salle du quai Antoine Ier. Elle s'intitule « Le prince et le peintre, Albert Ier et Louis Thiner, une amitié à la découverte du monde ». Voyez ce reportage de Sandrine Nègre, Christine Datomel et Julien Laugier. Il s'agit d'une belle rencontre entre deux hommes, deux personnalités passionnées par le monde qui les entoure. Un souverain, le prince Albert Ier, et un peintre, Louis Thiner. Comme l'indique le titre de l'exposition, leur amitié les conduit à parcourir le globe, comme en témoignent toutes ses œuvres. La majeure partie vient, pour ce qui concerne la partie malgache, d'une donation que Louis Thiner a fait à la mairie d'Issoire. Issoire est le berceau de sa famille. Donc il a dû léguer une centaine d'œuvres, dessins, écrits et tableaux. Et puis la majeure partie provient du musée océanographique de Monaco, des collections du Palais Princier et aussi du musée Carnavalet, dont le grand portrait de Louise Michel, et beaucoup de tableaux de famille, de la famille Thiner. Tout l'espace est scandé par des cimaises autoportantes avec des percées afin de voir les différentes salles et j'ai prévu un dégradé de bleu. Donc chaque salle a son bleu qui permet d'emmener le visiteur jusqu'au bout de la vie de Thiner et du voyage. C'est en découvrant le travail du peintre lors de l'exposition universelle de Paris en 1900 que le prince Albert Ier demande à Louis Thiner de l'accompagner. Et Louis Thiner va participer aux campagnes scientifiques du prince dès 1904 et le suivre jusqu'à sa mort en 1922. Et donc c'est aussi un événement en raison de la qualité et de l'originalité des œuvres qui sont présentes. Au cœur de l'été, effectivement, c'est un événement phare, cette exposition consacrée à la relation entre Louis Thiner et le prince Albert Ier, donc à laquelle nous tenons beaucoup. Une exposition qui fait aussi écho aux deux autres, inaugurées par le prince Albert II également, en Norvège et au Portugal, il y a quelques semaines. Vous avez tout l'été pour découvrir cette exposition qui refermera ses portes le 11 septembre.
Un hommage, un clin d'œil aussi dans ce journal à Kate Powers, l'emblématique fondatrice du Stars and Bar. Véritable figure de Monaco, elle s'est éteinte à la fin de l'été dernier. Aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire, des animations ont été proposées au Stars and Bar pour marquer cette date et nous tenions nous aussi à nous y associer. Christina Thomel nous rejoint pour faire un ultime point sur les conditions météorologiques pour la journée de dimanche. La vigilance est de mise alors que la canicule est toujours bien là. Demain, pensez à vous hydrater car il fera très chaud. Le soleil sera au beau fixe tout au long de la journée et les températures seront élevées. 32 degrés pour les maximales et 24 pour les minimales. L'eau de mer sera à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6h02 et se couchera à 21h10. Dimanche, nous fêterons les Charlottes. Merci Christinda. Voilà pour ce tour complet de l'actualité du jour. Demain à 19h et alors que l'on s'apprête à vivre l'une des journées les plus chaudes que l'on ait jamais connues lundi, Yann-Anthony Noguès consacrera l'émission 19h dimanche demain au climat. Nous nous retrouverons quant à nous à 20h pour le best-of de la semaine. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.